Bonjour Guillaume Macaire. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous à Royan pour le grand entretien. Guillaume Macaire, c'est un plaisir d'être en votre compagnie pour le grand entretien. On va commencer évidemment par évoquer vos débuts parce que nous aurons différents thèmes. Vous n'êtes pas un enfant de la balle, vos parents ne travaillaient pas dans les courses. Vous êtes né et vous avez grandi à Compiègne. Alors, qu'est-ce qui vous a amené finalement dans le monde des courses? Le hasard, un jour on m'a emmené aux courses, je sais pas, j'avais 10 ans, et quelque chose comme ça, et ce spectacle m'a impressionné, m'a sauté à la gueule, je dirais. Et je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Comme on dit à cet âge-là, je veux être pompier ou Zorro, à peu près du même goût. Mais par contre, ça m'a quand même trotté dans la tête et j'ai été jusqu'au bout. Vous vous êtes installé entraîneur en 1979. Vous avez alors 25 ans. Comment se passent les débuts? Bon, ça a sûrement été, je me souviens plus de tout, j'ai peut-être un peu oublié volontairement, mais ça a quand même été assez laborieux. Mais c'est pas très grave parce que ça avait du goût. Et le plus important, c'est que les choses aient du goût. Et que, ce qu'on vient d'évoquer, c'est ça, c'est que je voulais être en accord avec moi-même. Et pour que ce soit bien, il faut se lever le matin en disant voilà, qu'on va trouver du plaisir dans ce qu'on fait. Donc ça, c'était au rendez-vous. Vous êtes un entraîneur à vocation obstacle. Mais pourquoi avoir choisi l'obstacle au départ? Non, mais je n'ai pas vraiment choisi, mais en plat, l'obstacle à cette époque-là, enfin au début où j'ai commencé à faire, on pouvait faire la différence par la qualité du travail qu'on faisait et en étant très soigneux du travail, en étant très précis. En plat, si on n'avait pas la qualité, rien n'était possible. L'obstacle, c'est différent parce qu'il y a un façonnement, c'est un peu comme le trot, il y a une mécanique, il y a tout ça. Et à cette époque-là, globalement, c'était encore l'époque où quand un cheval n'était pas bon en plat, on le mettait en obstacle. Après ça, il s'est créé des races spécifiques un petit peu pour un tas de raisons que je ne vais pas évoquer là parce que ça sera trop long. Mais, et à partir de là, c'était plus facile de s'y consacrer. Et avec un travail bien, un boulot bien adapté. Parce qu'il reste qu'en obstacle, une vérité principale, c'est que le gagnant d'une course, c'est pas forcément le meilleur en qualité, mais c'est toujours le moins fatigué. Alors, vous avez été 15 fois tête de liste des entraîneurs en obstacle. En termes de victoires, vous avez d'ailleurs signé un record en 2015 de 282 victoires. Et vous avez plus de 6200 victoires, dont plus de 5700 en obstacle. Bon, évidemment, il n'y a pas beaucoup d'équivalents. D'ailleurs, beaucoup vous considèrent comme une légende vivante en tant qu'entraîneur. On va évoquer la période anglaise. Il y a un cheval qui a certainement changé beaucoup de choses également dans votre carrière. Il se nomme Jair du Cocher. Grâce à lui, vous avez gagné votre premier groupe 1 en Angleterre. Quel souvenir vous gardez de cette période et qu'est-ce que cette victoire de Jair du Cocher dans un groupe 1 face aux Anglais là-bas sur leur terre a finalement changé dans votre carrière? Ça a changé. Alors d'abord, je considérais que comme les courses sont nées en Angleterre, il fallait un doctorat. C'était l'accès au doctorat, le fait de gagner en Angleterre. Même pas un groupe 1, mais déjà de gagner une course. Bon, certaines circonstances ont voulu que, et je les ai exploitées. Mais j'ai pas décidé de faire ça. C'est les événements qui m'ont poussé à le faire. Alors pour quelle raison Jair du Cocher est allé courir en Angleterre? Parce que pour un ensemble de choses, il a débuté sa carrière en France. Et ce cheval-là, en fait, il était avec un autre cocher qui s'appelait Janus du Cocher. On avait des clients anglais qui étaient venus les voir, etc. Et ils voulaient acheter le lot. Parce que moi, avec Francis Montauban, on avait acheté les deux ensemble, exactement comme une paire de chandeliers. Ils n'étaient pas séparables en quelque sorte. Et le Jair, lui, il était un peu sanguineux, il avait une fibroscopie un petit peu douteuse à leur goût. Et ils ont dit, bah non, on ne le prend pas, etc. etc. Bon. Donc, moi, par accès de fierté un petit peu, d'une part, et deuxièmement parce que le cheval avait donc gagné ses premières courses, et puis il court le général de Saint-Didier à Enghien, et il est battu. Il courait à 15 jours, il est battu par manque de fraîcheur. Et il est battu par Bilboa, entraîné par François Doumen. Et j'apprends que François Doumen devait courir le groupe 1 de Chepstow, le Final Junior Hurdle, le lendemain de Boxing Day, au Pays de Galles, à Chepstow. Et je me dis, mais dans le fond, si lui, il y va, moi, je sais qu'avec un mois de fraîcheur, là, je vais être compétitif. On me dit, c'est la dernière des conneries à faire, tu sais pas comment est la piste, ça monte, ça descend, c'est un véritable toboggan, le cheval ne va pas s'adapter, tout ça, etc. Surtout si tu mets un jockey français, jamais ça n'ira, etc. Moi, j'ai suivi ma petite idée, et ça marchait, on a battu Bilboa, et forcément, les Anglais ont un certain respect par rapport à ça, et ça m'a ouvert des portes, obligatoirement.
Concernant Jair Ducocher, vous avez d'ailleurs une anecdote au moment où vous avez passé la douane. Oui, tout à fait. On était dans la voiture, il y avait Jacques Rigaud qui montait le cheval, il y avait Jean-Charles Briens, le photographe. Et cette histoire-là, elle l'a marqué, Jean-Charles. Et on arrive là-bas, le douanier nous demande, on passait le toll booth, là, les baraques de la douane avec les passeports, tout ça. Il dit, qu'est-ce que vous venez faire? Mais pourquoi vous venez en Angleterre? C'est, on vient courir le Peter Brochez à Huntington. C'était la course où tous les ans, Besmet faisait sa rentrée dedans. Ah, le mec, il nous dit, il va pas plus loin que ça. Il dit, de toute façon, vous battrez pas Besmet, qu'est-ce que vous imaginez? Peut-être, mais il faut bien qu'on essaye, on va bien voir. Voilà. Et le soir, quand on est revenu, c'était le même douanier. Le mec, il s'est mis au garde à vous, respect et tout ça. Bon, vous imaginez ça en France, ça ne peut pas exister. En France, ça n'existe pas, ça. Guillaume Macaire, on va ouvrir un thème qui est essentiel. C'est votre méthode d'entraînement. Alors, y a-t-il une marque de fabrique? Y a-t-il un style Guillaume Macaire? Et si oui, lequel est-ce? Franchement, non, il n'y en a pas. Il y en a pas. Non, parce que je me suis adapté d'abord au site dans lequel j'entraînais. Comme vous dites, j'ai essayé ce que j'ai évoqué tout à l'heure, l'histoire de développer des qualités chez un cheval. Bon, maintenant, il y a plus que et ne pas m'occuper des défauts. Une aptitude, il a de la vitesse, il a de la tenue, il est brillant ou il est froid. Pas l'empêcher de faire ce qu'il a envie, lui apprendre tout ce qu'il doit apprendre pour pouvoir se gérer. Et après, il fait ce qu'il a envie de faire. S'il préfère être un suiveur ou un dominant. Ça ne sert à rien de les contrarier, on n'aura que du mauvais travail. Et justement, moi j'ai toujours été considéré comme quelqu'un de dur parce que j'étais rigoureux. Mais ça n'a strictement rien à voir. La rigueur n'a rien à voir avec la dureté. Alors forcément qu'elle s'exerce, forcément qu'on ne fait pas que ce qu'on veut, donc il y a des moments, c'est pas marrant, il fait froid, il pleut, faire des trucs dans des moments où c'est pénible. Mais il faut le faire, il faut passer le cap. Vous avez connu une grande réussite, notamment avec les jeunes sauteurs. Comment l'expliquer ça? Parce qu'à l'époque, il y a 20 ans, en gros, il n'y avait pas le niveau de dressage qu'il y a aujourd'hui. Donc j'étais un des précurseurs à faire ça en disant je vais travailler la question, faire des gammes, faire des gammes, faire des gammes. Le baron Finot, avant 1900, il a fait exactement pareil. Il faisait même sauter ses faules, le baron Finot. Vous savez ce qu'il faisait? Il avait mis des barrières comme ça pour rentrer, une fois que les poulains étaient sevrés, pour rentrer à l'écurie pour aller bouffer. Et il avait mis des petits fagots par terre, et il faisait sauter ses faules comme ça, tous en ligne. Il disait, bon, ils sautent un peu n'importe quand, mais ça n'a aucune importance. Parce qu'on a créé une mémoire du corps qui va faire que le jour où on leur présentera un obstacle, ils sauront ce que c'est. Et Finot, il a été tête de liste pendant 25 ans des propriétaires et tout ça. Tout le monde disait qu'il était fou, etc., qu'il faisait n'importe quoi et tout ça, parce qu'il était précurseur. Et dès qu'on est précurseur, voilà, vous voyez, le marcheur qui est derrière nous, là, je suis un des premiers à en avoir importé. On m'a dit que j'étais un fou dangereux, de faire tous les choix les stuer, machin, et ça. Puis maintenant, tout le monde en a, et plein d'autres choses que j'ai faites. Quand j'étais nouveau à le faire, on m'a dit que j'étais complètement taré, qu'il ne fallait pas faire ça, etc. Et tout le monde a copié. Et tout le monde a copié. Voilà. Guillaume Macaire, on va maintenant évoquer vos grands steeple chase de Paris. Il y en a eu 6. Le premier, c'était à Arénis en 1996. Ça reste, je suppose, l'un des moments les plus forts de votre carrière. C'était le premier. Voilà, forcément. C'est celui qui avait parce que c'était un achievement. Je ne sais pas comment on dit en français ce mot-là. Achievement. Consécration. Ouais, un aboutissement. Voilà, un aboutissement. Donc c'était un aboutissement et donc voilà, le boulot était fait, quoi. On peut dire ça. Et après, c'est toujours un plaisir parce que c'est l'émotion. Qu'est-ce qu'on recherche? On cherche de l'adrénaline et de l'émotion. De l'émotion. De la reconnaissance de ses pairs aussi. Forcément, quand on gagne la plus belle épreuve, c'est vrai que c'est agréable. Alors, vous gagnez votre premier grand steeple en 1996, donc à l'âge de 42 ans, comme je l'expliquais tout à l'heure, avec un cheval que vous n'avez pas formé, que vous n'avez pas formaté. Et en 2013, avec Belle la Vie, 17 ans après votre premier grand steeple, là vous gagnez en revanche avec un cheval que vous avez eu tout jeune. Oui, parce que c'est un cheval qui a été élevé par Benoît Gabeur et c'était quand même une longue amitié, tout ça, etc. Il y avait tout un ensemble d'histoires là-dessus, oui. Donc ça a une valeur. Mais d'ailleurs, surtout parce que je pense qu'aujourd'hui, et tous les autres chevaux pratiquement, avec lesquels j'ai les Zinco de grand style, c'est tous des chevaux qui ont été élevés soit par Benoît Gabeur, soit par Jeanne Horan, mais tous des chevaux qu'on a fabriqués nous-mêmes de A à Z. Parce que sinon, il n'y en a plus sur le marché de ces chevaux-là, ça n'existe plus. Ou un vrai coup de peau. Du coup, vous pensez que ça va devenir de plus en plus compliqué de gagner les grands steeples avec un cheval d'âge? Oh ça c'est sûr, parce qu'il n'y en aura pas. Si, peut-être un cas de figure, un cheval qui sera passé à travers les mailles du filet pour des raisons diverses et variées. Un cheval qui aura peu couru pour des problèmes de santé peut-être. Ce sera que ça. On a vu Docteur de Ballon et qu'il a gagné ce sera que ça. assez tard finalement.
4e victoire de grand steeple, c'est avec Sofrench en 2016, donc 2 ans après Storm of Saint-Ly, lui aussi âgé de 5 ans. Une victoire qui était un peu au goût amer. Ouais, parce que c'était l'année où Storm of Saint-Ly était second et l'autre s'est cassé la jambe, ou Asdetruval s'est cassé la jambe, ouais. Ouais, c'est sûr qu'on aurait été 1-2-3 cette année-là, après dans quel ordre, j'en sais rien, mais bon, l'histoire elle s'écrit comme ça et on ne peut rien y faire. Et l'année suivante, Sofrench fait le doublé en 2017, donc à l'âge de 6 ans. Et là, évidemment, vous profitez différemment. Là, vous pouvez savourer la victoire de Sofrench, ce qui n'avait pas été le cas l'année d'avant. Ah, c'est quand c'est la douche écossaise, c'est sûr que c'est pas très agréable. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on ne sait jamais au cours ce qui va arriver, si on va sortir par la grande porte ou par la porte de derrière, hein, on ne sait pas. Et puis dernière victoire, jusqu'à aujourd'hui, hein, elle remonte à 2018, avec On The Go. Là encore un 5 ans, qui est venu placer son nez devant son adversaire qui était entraîné, je crois, juste à côté, là, par le voisin Arnaud Chaillet-Chaillet. Quel souvenir vous gardez cette victoire du plus court des écarts? Beaucoup d'émotions, mais Storm Saint-Ly avait gagné de très peu aussi. Bon, voilà, après la victoire, qu'on gagne de loin ou qu'on gagne de pas de loin, la victoire c'est la même. Hein. Le plaisir de la victoire, une fois que le poteau est passé, c'est le même. Sur vos 6 victoires de grand steeple, lequel est peut-être le plus marquant? Oh, franchement, j'en sais rien. Au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas capable de faire une différence. Elles sont toutes belles. Hein. Elles sont toutes belles. Maintenant, si je devais, je veux dire, elles sont toutes belles pour des victoires de grand steeple. Maintenant, la première, c'est sûr que je redis ce que j'ai dit, c'était un accomplissement, donc c'était pas pareil. Je me souviens d'un petit détail. Il y avait une coupe, une grande coupe comme ça, et on l'a remplie de champagne, et bien frais. Je me souviens ça. Il faisait chaud, c'était le mois de juin. Hein. Ça perlait comme ça autour, et quand j'ai approché mes lèvres de la coupe, ça m'a semblé être une sorte d'extase totale. Vous voyez, je m'en souviens précisément, j'ai une photo de ça. Mais voilà, c'est des petits détails comme ça parce que c'était comme magique. Vous voyez, c'était la cristallisation d'un instant qui à vie restera gravé, quoi. C'était comme ça me fout la chair de poule parce que instantané que, ah ouais, que vous avez conservé. c'était comment dire, ouais, c'était voilà. Et on l'a tous bu. Francis Montauban, Sourzac et moi, on s'est passé la coupe comme ça, on a bu l'un après l'autre, comme ça. Il y a des images de ça. C'était absolument, c'était génial, quoi. C'était un moment vraiment magique. On était transportés, voilà le mot, transportés. On va parler des institutions, la vie des courses aujourd'hui. Quel est votre regard hein, sur les courses actuellement? Parce que vous aviez déclaré en 2013, la veille, hein, d'ailleurs, du Grand Steeple de Belle-la-Vie, tout à fait. La veille de la victoire de Belle-la-Vie dans le Grand Steeple de Chess de Paris. Que dans 20 ans, il n'y aura plus de course d'obstacles en France. Exactement. Alors là, nous sommes 9 ans après. Quel constat vous je constate qu'il y a déjà du plomb dans l'aile pour beaucoup de choses. Mais vous êtes si pessimiste que ça sur je pense que si on ne fait pas certaines choses, c'est-à-dire que c'est multifactoriel. Il y a beaucoup de gens qui vont les L214, les machins, tous les trucs qu'il y a pour emmerder les gens dont c'est le métier d'emmerder ceux qui font quelque chose, parce que ça ne leur correspond pas éthiquement. Alors eux, ils veulent faire ça, parce qu'on ne veut plus que les chevaux travaillent aujourd'hui. Mais ce qu'ils n'ont pas pensé, c'est qu'il ne faut pas que les chevaux courent, il ne faut pas que les chevaux travaillent. Et puis en plus, c'est une question de lutte des classes. Parce qu'en fait, ce qui les énerve, les contrarie le plus, qui les font vomir, c'est le fait qu'on puisse gagner de l'argent avec des chevaux. Enfin, dans leur tête. Dans leur tête. Guillaume Macaire, on va ouvrir un nouveau chapitre un peu plus léger, mais qui va peut-être vous redonner le sourire. On va évoquer vos passions. Elles sont nombreuses. Il y a notamment la peinture. D'où vous vient cette passion pour la peinture? Il y a un peu d'atavisme, parce que ma mère est peintre, sculpte aussi, etc. Donc forcément, quand on avait quelques années, elle nous mettait face à un mur avec une feuille de papier, un pinceau dans la main. Déjà, comme ça, ça nous occupait. Mais voilà, c'est créatif, c'est un art créatif, la peinture. Et comme la peinture a quand même bien inspiré les chevaux, pardon, les courses ont bien inspiré les peintres, parce qu'il y a quelque chose de chatoyant et de... Voilà. La peinture, par nature, j'aime la peinture parce que j'y étais sensibilisé. Si j'ai passé une matinée merdique ici, j'ai les boyaux tordus, je ne peux pas être créatif. Je ne peux rien faire, je ne peux même pas lire parce que je ne peux pas me concentrer, parce que je lis 3 lignes, ça y est, ça m'énerve, parce que je perds le fil de ligne, parce que ça me revient comme ça, comme une remontée de gasoil, le truc de tout ce que j'ai subi le matin, et je suis complètement... je suis retourné parce que ça m'a pris au trip, vous comprenez ce que je veux dire? On le vit de l'intérieur, ça, on le vit de l'intérieur. Votre passion, Guillaume Macaire, c'est la lecture et l'écriture. On peut les lier d'ailleurs.
L'écriture est C'est venue. aussi agréable de lire que d'écrire en réalité. Et j'ai vu que j'avais un lectorat et tout ça de gens parce que j'avais beaucoup de très bons feedbacks et ça plaisait aux gens et tout ça, parce que j'essayais d'être original justement. D'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont créé le point de vue et tout ça après, parce que moi je voulais pas faire que des pronos une semaine à l'avance sans savoir les concurrents, l'état du terrain et tout. Je dis c'est débile. Par contre je voulais rebondir sur les sujets d'actualité, c'était ce que je faisais. C'est ce qui m'a entraîné plus loin à écrire des romans, parce que c'était dans la logique des choses. Est-ce que cette association avec Hector de la Jeunette sonne un peu la fin de carrière qui a été programmée vous concernant? Je suis plus près, de toute façon, je suis plus près du tombeau que du berceau, hein, mathématiquement parlant, hein. Donc forcément, bon. Et puis, je pourrais me consacrer à d'autres choses. C'est pas veut dire que je quitterai le métier, mais si le boulot il est bien fait, on peut déléguer beaucoup plus et faire d'autres choses qui étaient impossibles à faire aujourd'hui. Enfin, qui étaient impossibles parce que ça prenait trop de temps, puis trop de fatigue. Puis si on s'accrée à une chose, on peut pas. On est journées donc 24 heures, on peut pas faire tout en double ou en triple, c'est impossible. Vous êtes fixé une date Non, je ne suis pas fixé de date, non, non. Si vous gagnez un 7e Grand Steeple, par exemple? Si je gagnais un 7e Grand Steeple, c'est sûr que je serais, voilà, le boulot sera terminé et que je pourrais voir les choses différemment, ça c'est sûr. Maintenant, il faut en gagner un 7e pour être pour que je sois le seul à en avoir gagné 7, puisqu'on est ex-aequo avec Bernard Secli et le pauvre, là où il est, c'est pas lui qui me fera de l'ombre, donc j'aimerais bien, franchement, s'il y a une chose que j'aimerais, je voudrais que le dieu des courses m'entende, ça serait de le gagner une 7e fois pour ça. Merci beaucoup Guillaume Macaire de nous avoir accueillis chez avec vous grand à plaisir. Royan. Ça a été un réel plaisir également de pouvoir échanger avec vous et de discuter de votre longue et belle carrière. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve pour un prochain numéro de Le Grand Entretien. Au revoir à tous.